Rose crosses over the fadeaway. Let me step back and kiss myself. MVP time. Oh, does anybody know how to post videos to Facebook? Oh my goodness, www.myface.com. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'écho des parquets, heureux de vous retrouver encore une fois ce dimanche. Alors on n'a pas beaucoup dormi puisqu'on a pu suivre avec vous en live vidéo la draft, mais on est quand même là pour justement parler de cette draft et de l'échange, du blockbuster même, entre Brooklyn et Boston, donc l'échange Paul Pierce, Kevin Garnett. Et justement pour en parler avec moi, Nicolas. Salut Nico. Ouais, salut à tous. Alias Steel Bowling évidemment. Et on a Lucas également qui est avec nous. Salut Lucas. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, voilà, je voulais dire rapidement le programme. On va s'attarder un peu sur le cas de Boston, qu'est-ce qu'ils vont devenir après cet échange. Et puis évidemment décortiquer un peu le plus possible, on va dire, ce qui s'est passé durant cette draft, que vous avez d'ailleurs pu suivre avec nous, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, vous avez été quand même plus de 4500 à regarder la draft avec nous, donc c'est quand même super énorme. Donc merci à tous d'avoir suivi la draft avec nous. Ça nous a fait plaisir, on pensait pas que vous seriez aussi nombreux, quoi, donc big up à vous. Voilà, merci à vous tous, et nous on va commencer tout de suite après le jingle. Et on revient pour parler de cet échange qui va changer la face de la conférence Est, donc Boston qui envoie Paul Pierce, Kevin Garnett et Jason Terry à Brooklyn, et en échange les Nets qui envoient donc aux Celtics Chris Humphries, Gerald Wallace, Tomaik Shenglia, Marshawn Brooks apparemment, Keith Bogans et 3 premiers tours de draft en 2014, 2016 et 2018. Messieurs, première réaction. Ouais, c'est officiel, les Boston Celtics qu'on a connus et aimés lors de ces dernières années depuis la venue de Kevin Garnett et de Ray Allen est officiellement terminé. Tout ce qui était cette structure de jeu et ce fighting spirit là, a priori on devrait pas le retrouver l'année prochaine, ou enfin pas de sitôt en tout cas, malgré la seule présence de Rondo. Donc voilà, c'est une toute nouvelle page et qui va sûrement être un peu moins intéressante que celle d'avant, mais bon, faut bien que l'histoire se termine. Après Boston dans l'échange récupère quand même des joueurs assez intéressants dans l'optique de faire des trades. Ça va pour leur équipe, ça les renforce pas vraiment, ça les affaiblit même clairement. Mais en revanche, voilà, ces 3 premiers tours de draft plus les joueurs, ça fait quand même des super packages pour aller faire des échanges, vu qu'avec le nouveau CBA, les tours de draft, ça vaut très très cher, quoi. Donc là, ils vont avoir 9 premiers tours de draft sur les 5 prochaines années. Soit ils peuvent les utiliser, soit ils peuvent s'en servir pour faire des échanges, quoi. Donc je pense que Daniel, voilà, c'est le genre de gars qui a toujours un coup d'avance vis-à-vis des échanges qu'il fait. Donc faut s'attendre à ce que les Celtics fassent masse d'échanges la saison prochaine ou même dès cet été. Mais en même temps, moi je me dis, Paul Pierce, Kevin Garnett, c'était clairement pas le futur de la franchise. Mais dans un sens, ils avaient des contrats embarrassants, mais Chris Humphries et Gerald Wallace, c'est tout aussi embarrassant, et pour un niveau sportif qui est moindre. Voilà, mais après Gerald Wallace, c'est vrai qu'il a voilà, ses 30 millions sur 3 ans, mais moi ce que je serais pas étonné, c'est qu'on sait que les Celtics sont assez intéressés par Josh Smith. Moi, Gerald Wallace, c'est un peu le même profil, je pense qu'ils peuvent éventuellement travailler sur un sign and trade avec les Hawks pour leur envoyer Gerald Wallace et eux récupérer Josh Smith. Ouais, et puis peut-être qu'on va retrouver le vrai Gerald Wallace au Celtics, ce serait pas mal. Hein. Oui, Gerald Wallace, c'est quand même All-Star en 2010 où il pèse 20 points, 10 rebonds, 2 interceptions, 2 contre, quoi. Donc voilà, c'est quand même un joueur qui peut être vachement utile, quoi. Et peut-être qu'éventuellement avec Rajon Rondo et surtout dans cette équipe qui finalement va être assez faible, il va retrouver du temps de jeu, il va retrouver des responsabilités comme il pouvait l'avoir à Charlotte. Donc c'est pas impossible qu'on retrouve le vrai Gerald Wallace aussi, quoi. Mais bon, après moi je pense quand même pas que les Celtics vont le garder, mais si jamais ils le gardent, c'est pas à exclure qu'il retrouve son niveau de Charlotte. Le problème s'il le garde, évidemment, ça reste un superbe défenseur, Gerald Wallace. Tu parlais de sa saison All-Star, je crois que cette année-là, il termine 2e ou 3e au défenseur de l'année. Et il aurait joué de premier d'ailleurs. Oui, je pense aussi. Par contre, si t'as Gerald Wallace et que t'as Jeff Green également, comment t'organises un peu tout ça? Est-ce que tu remets Jeff Green au poste 4, alors que c'était pas forcément la meilleure idée, on l'a vu par le passé?
comment t'organises tout ça? Bah moi je mettrais plutôt Gerald Wallace en 4 quand il fait sa saison All-Star justement, il joue pas mal de minutes sur le poste 4 à Charlotte où il prend énormément de rebonds défensifs. Donc pour moi, je mettrais plutôt Gerald Wallace que Jeff Green en 4 quoi, mais le truc c'est qu'avec un avec un duo de forwards comme ça te donne quand même une base qui est super athlétique, quoi. Donc pour un super passeur comme Rondo, c'est quand même super cool. Par contre, après, le problème, c'est que Jeff Green ou Gerald Wallace, niveau shoot, c'est pas ça du tout, quoi. Donc, à part et même s'il y a Avery Bradley sur le terrain en même temps, tu te retrouves avec un 5, t'as aucun shooter, quoi. Donc ça, par contre, ça peut être vraiment problématique. Bah, d'ailleurs, Avery Bradley, je pense que dans l'esprit de Danny Ainge, ça peut quand même encore faire une belle monnaie d'échange et je serais pas étonné de le voir se faire échanger d'ici la fin de l'été. Bon, après, Bradley, là, ça reste un élément intéressant. Je veux dire, là, il y a une équipe très athlétique et vive. Ça peut être intéressant de les voir se lancer dans un jeu très up-tempo avec beaucoup de courses, beaucoup de mouvements. Et avec un passeur comme Rondo les joueurs athlétiques qu'il y a autour, ça peut faire un jeu pas si mauvais que ça. Alors c'est sûr, ce sera pas le Boston qu'on a vu ces dernières années, mais c'est quand même pas rien non plus, je pense. Non, c'est pas rien, quoi. Mais bon, comme je disais juste avant, ça va quand même manquer cruellement de shooters, quoi. Au niveau des shooters fiables, tu vas te retrouver, voilà, va y avoir Courtney Lee s'il le garde, il va y avoir Jordan Crawford, il va y avoir personne d'autre, quoi. Donc ça me semble quand même très problématique, quoi, au niveau du spacing que tu vas avoir sur le terrain, d'avoir une équipe avec aussi peu de menaces à longue distance. Après, moi j'ai réfléchi, je me suis dit que pour Boston, peut-être une des meilleures affaires à faire sur le marché cet été, ce serait Tyreke Evans, pardon. Mais comme tu dis, lui non plus, c'est pas forcément, c'est pas du shoot quoi. C'est pas le shoot, mais après il y a un vrai scoreur euh, très difficile à arrêter. C'est sûrement l'un des meilleurs slashers du championnat, donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Mais est-ce que oui, l'absence de shooter risque d'annihiler un peu son talent, donc après, échanger Gerard Wallace contre un shooter, ça peut être intéressant. Je veux dire, Danny Granger qui est toujours disponible, enfin, qui est sur les starting blocks des transferts, quoi, ça peut aussi être intéressant. Sachant que je crois qu'il a un contrat un peu plus moins long que celui de Wallace, donc ça peut être intéressant. Sauf si enfin après Indiana sera peut-être pas trop intéressé par voir un Gerald Wallace. Mais c'est Ouais, pas non, dit. c'est vrai que la piste Granger est intéressante, quoi, sachant que Wallace, lui, c'est plus un joueur de rotation que Danny Granger, qui lui est vraiment un scoreur qui a besoin d'avoir le ballon. Même comme tu disais, Tyreke Evans, voilà, Tyreke Evans, c'est aussi quelqu'un qui peut être échangé contre Gerald Wallace, quoi. Dans le cadre d'un sign and trade, ça donnera un contrat relativement dodu à Evans, mais ça permettrait aux Kings d'avoir l'ailier qui leur fait défaut depuis si longtemps. Et pour les Celtics, on sait qu'ils sont sur Evans depuis quand même pas mal de temps. Même si voilà, ça te donne une équipe qui est vraiment dégueu au niveau du shoot, ça te donne quand même un scoreur hyper crédible, quoi. Mais après, j'ai du mal quand même à le voir évoluer, à penser à le voir évoluer à côté de Rondo, quoi. C'est aussi un joueur qui a besoin d'avoir beaucoup le ballon. De toute façon là, Boston ils sont en reconstruction, donc c'est pas, cette année-là, c'est une année de transition pour voir un peu où c'est qu'on va. La seule inquiétude qu'il y a, c'est quand Boston n'a pas beaucoup de temps pour se construire une grosse équipe, parce que le contrat de Rondo se termine en 2015, je crois. Du coup, faut le convaincre de prolonger après ces dates-là. Et pour le convaincre, faut avoir une vraiment bonne équipe. Donc voilà, Boston a que seulement 2 ans pour construire cette belle équipe. Ils partent pas de 0 non plus, donc c'est possible. Mais ça va pas être simple quand même. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Là, pour l'instant, dans les prévisions, je pense que Boston sera plutôt une équipe de milieu de tableau, quoi, dans le conférence Est. Peut-être qu'ils se qualifierait dans le playoff, pour le playoff, mais rien de très impressionnant, quoi, non plus. Bah après, le problème dans l'échange, c'est surtout que, bah, effectivement, les tours de draft sont très intéressants et ça peut leur permettre de faire des échanges magnifiques dès cet été. Par contre, le gros problème, c'est que des joueurs qui récupèrent, il y en a aucun n'a une valeur marchande intéressante, quoi, si ce n'est Chris Humphries et son contrat expirant. Donc ça, au niveau des échanges, ça va les pénaliser, étant donné que déjà dans leur effectif, ils n'ont pas beaucoup de joueurs qui sont faciles à échanger. Après, là où c'est intéressant quand même, c'est que apparemment Boston aurait Marshawn Brooks. Alors, on sait que Danny Ainge est dans ce processus de reconstruction. Est-ce qu'il va pas plutôt préférer mettre en avant un Marshawn Brooks plutôt que de signer un Josh Smith à la free agency, qui est quand même plus tout jeune et qui donc ne rentre pas dans ce plan de rajeunissement et de reconstruction. Bah après, Il y a un Marshall, peu de ça, quoi, mais après Marshawn Brooks, c'est pareil, à mon avis, dans mon esprit, ça reste aussi un joueur qui peut être très intéressant à échanger, qui a une grosse valeur malgré le fait que son potentiel, on attend toujours qu'il le montre.
ça reste un joueur qui a une très belle cote au niveau des transferts. Donc pour moi, voilà, leurs 9 premiers tours de draft, Marshawn Brooks, c'est que le contrat expirant de Christian Freeze, c'est globalement les seuls trucs qui peuvent échanger, mais c'est quand même déjà pas mal du tout. Ouais, parce qu'après Marchand Brooks, je pense pas que ce soit une solution dans le jeu. C'est quand même un joueur qui est un peu un croqueur sur les bords, pas trop intéressé par la défense. Et il y a déjà Jamal Crawford dans l'équipe, pas Jamal, Jordan Crawford Jordan Crawford dans l'équipe qui est comme ça. Ça risque d'être assez difficile à gérer, surtout pour un Rondo qui est habitué à des trucs un peu plus structurés et qui a un caractère pas simple à gérer non plus. Donc je sais pas si Brooks vaut autrement que comme monnaie d'échange en fait. Éventuellement, est-ce qu'on peut parler des Nets, quoi, de voir avec cette équipe-là jusqu'où ils peuvent aller? Bah après les Nets, la question ce sera effectivement sur le papier, c'est une très 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 belle équipe, mais comme on l'a vu régulièrement avec des équipes qui ont l'air trop grosses sur le papier, c'est pas facile à mettre en place, de mettre en place un jeu efficace. Il va y avoir des problèmes de hiérarchie à trouver, qui sait qui aura le plus de ballons, qui rechignera pas quand il y en aura le moins. Euh, Quels sont les styles de jeu qui vont être privilégiés, des choses comme ça. Ça va pas être facile à s'organiser parce qu'il y a au moins 4 joueurs qui sont vraiment habitués à avoir beaucoup de tickets shoot. Et ça c'est beaucoup ça dans une équipe. Tous ils ont un gros ego, des choses comme ça. Donc la vraie crainte c'est en termes de hiérarchie et d'organisation et d'entente. S'ils trouvent quelque chose, ça sera génial. Mais s'ils trouvent pas, ça va être aussi décevant que ça l'a été pour les Lakers cette année. Et puis, ce qui est intéressant, enfin ou pas d'ailleurs, c'est que cet effectif finalement, c'est comme tu l'as dit, assez expérimenté avec beaucoup d'ego. Eh ben, ça va être le plus jeune coach de la ligue qui va devoir essayer de faire avec. Jason Kidd qui n'a jamais été entraîneur auparavant. Alors bien sûr, il va y avoir des bons assistants, mais je sais que toi, Nico, par exemple, t'es sceptique par rapport au fait que il n'y a pas assez de distance par rapport aux joueurs ou quoi. Ouais, bah disons le truc, j'imagine un peu la situation. Si Jason Kidd dit à Paul Pierce qu'il faut faire comme ça et que Paul Pierce n'est pas d'accord, ou Garnett ou n'importe qui d'autre, je suis pas sûr que Kidd aura le poids suffisant pour que son opinion soit acceptée face à ses joueurs. Et si une ou deux décisions commencent à être refusées, c'est toute sa légitimité qui est remise en cause et il ne pourra plus coacher cette équipe. Et du coup, l'équipe sera plutôt un peu laissée à elle-même. C'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que ça se trouve, ils vont très bien sortir comme ça. Mais sa présence sera peut-être inutile, parce que ça va être très compliqué pour lui, sans un gros passé en tant que coach, sans beaucoup de réussite en tant que coach avant, d'imposer son point de vue comme étant le bon auprès de ces joueurs-là qui ont déjà une grosse carrière derrière eux. C'est ça l'inquiétude. Ça peut créer des problèmes de conflit. Ça sera vraiment une deuxième question à voir. Tu vois, moi je serais pas aussi inquiet que toi. Je pense vraiment que Jason Kidd, avec les assistants qu'il va avoir, et même lui, en tant que personne, peut faire vraiment un très très bon coach pour cette équipe. Justement, le fait d'avoir une équipe assez atypique, avec sur le terrain finalement 4 joueurs qui ont tous besoin du ballon, le fait justement d'arriver avec des idées de coach peut-être un peu novatrices, etc., ça va lui permettre de réussir à mettre en place cette équipe. Donc moi, Jason Kidd en coach, moi j'aime beaucoup l'idée, même si c'est vrai qu'avoir quelqu'un d'un peu plus expérimenté aurait pu être utile. Moi, mon gros doute, ça va juste être comment est-ce qu'il va gérer, comment est-ce que cet effectif va gérer les attentes qu'il y a autour, quoi. Parce que là, tu te retrouves quand même avec un 5 où il y a 5 All-Stars. T'as une obligation de résultat étant donné que le propriétaire a clairement annoncé que lui il visait au minimum les finales de conférence. Donc voilà, je pense que le seul doute qu'on peut avoir, c'est au niveau des attentes. Est-ce que cette équipe va réussir à tenir la pression qu'elle a, compte tenu des attentes qu'elle suscite. Par contre, voilà, Jason Kidd en coach, moi je pense quand même que c'est une solution qui est parfaitement viable, parce que c'est quand même un des joueurs c'est même sans doute le joueur qui était le plus appelé à devenir coach et qui va sans doute être le plus apte dans ce rôle-là. Oui, et puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'avec Paul Pierce et Kevin Garnett, t'as quand même deux All-Stars, mais deux All-Stars qui ont compris et qui comprennent la notion d'équipe. Et justement, je trouve que la saison passée, à Brooklyn, il y avait des stars, mais il n'y avait pas assez de cohésion, que ce soit entre Joe Johnson, Deron Williams, Brook Lopez. C'était un peu parfois beaucoup trop de basket en 1 contre 1 ou pas assez de travail d'équipe finalement. Et Kevin Garnett et Paul Pierce vont pouvoir apporter ça, tout en gardant également en tête qu'ils sont plus aussi jeunes. Et je pense que Paul Pierce, par exemple, ne jouera plus 35 minutes par match, comme il le faisait à Boston, ou pareil pour Kevin Garnett.
Voilà, je pense qu'au contraire des Lakers, cette équipe-là, voilà, elle a 5 joueurs de grand talent sur le terrain, mais c'est aussi 5 joueurs qui ont un QI basket qui est très très élevé. Et c'est des joueurs qui sont faciles à coacher, c'est des joueurs qui comprennent très bien le jeu, qui connaissent très bien le jeu, qui ont beaucoup d'expérience. Et je pense que ça va être beaucoup plus facile à diriger qu'une équipe des Lakers avec un Kobe Bryant qui pète tout le temps les systèmes, avec un Dwight Howard qui arrive pas à bien se placer pour demander le ballon en attaque. Je trouve que c'est un 5 qui est beaucoup plus complémentaire que ne peut l'être celui des Lakers. Ah, je vous trouve un peu trop confiant, les amis, mais c'est la saison qui va nous le dire. Hein. Moi, je pense qu'au contraire, les problèmes d'ego, puis de partage de ballon, tout ça, et aussi, ne serait-ce que Paul Pierce et Garnett qui ont été habitués à être bien coachés, à avoir vraiment un jeu efficace, malgré des fois un effectif qui était sur les rotules avec les blessures, tout ça, voir que ça fonctionnait quand même, qu'il y avait des vrais systèmes, un vrai collectif qui était là. Là, ils vont débarquer là, ils vont voir que s'ils voient que ça va pas dans un sens qui leur paraît viable pour gagner des matchs, on n'entend pas longtemps d'eux avant qu'ils ne réagissent. Et là où leur réaction est acceptée, où elle l'est pas, et si elle l'est pas, bah ça risque d'être compliqué. Et avec un joueur comme Dorn Williams qui est quand même qui a tendance un peu à être grognon de temps en temps, euh, Joe Johnson qui lui supporte pas tout le temps très bien comment dire les contextes un peu affectifs ou enfin, les choses comme ça qui sont un peu hors basket. Un Brook Lopez qui est pas non plus le plus costaud mentalement du monde. Et s'il n'y a pas un coach tout ça suffisamment expérimenté pour remettre tout dans le droit chemin et imposer sa voix, moi je pense que ça risque d'être compliqué. Donc je Donc pense toi, que comme moi, tu penses que Indiana est encore un cran au-dessus dans la conférence Est, c'est ça? attends, non bah non c'est à Chicago. Ouais. Chicago, Non faut mais pas les oui, oublier. voilà, d'ailleurs, c'est intéressant, blague à part. Il y avait apparemment que Indiana qui a pu s'opposer à Miami cette saison, on l'a vu en playoff. Mais l'an prochain, il y a quand même Derrick Rose qui revient à Chicago. Il y a quand même New York, bon, on sait pas trop encore, mais a priori, ça devrait quand même Bon, ça fera pareil que tenir cette la année. baraque. Ça fera Il y a pareil que Brooklyn cette qui année. s'est vachement amélioré. Est-ce que Brooklyn peut vraiment jouer quelque chose dans cette conférence qui va s'améliorer la saison prochaine? Bah, on sait pas en fait. Brooklyn, ils ont un énorme potentiel. Ça fait comme les Lakers au début d'année, ils ont un énorme potentiel, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses à régler tout le long de la saison avant qu'elle ne réalise son potentiel. Et c'est ce qu'on va voir. C'est pour ça que je pense que c'est très difficile de savoir s'ils vont être au niveau attendu, un peu en dessous ou carrément en dessous. L'exemple des Lakers, même si les arguments de Lucas sont tout à fait valables, mais là, je pense pas que là on sache plus s'ils vont être aussi bons qu'attendus ou pas. Je pense que c'est très imprévisible pour eux. Tu vois, je pense que aussi pour revenir sur le parallèle avec les Lakers, c'est voilà les Lakers quand ils ont récupéré donc Steve Nash et Dwight Howard, on a dit voilà t'as une méga équipe, du MVP, du All-Star, tout ce que tu veux. On a dit voilà c'est évident ils vont être champions au minimum. Tu vois même si l'échange a été fait cette semaine, il n'y a pas tant de bruit que ça autour des Nets quoi. Le bruit est plutôt autour de voilà Pierce et Garnett qui quittent les Celtics. C'est surtout ça la grosse news plus que le fait que les Nets fassent une équipe avec 5 All-Stars. Je pense au niveau de la pression, ils sont un cran en dessous des Lakers de l'année dernière. Et ça peut leur être utile. Ça c'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, on l'a bien compris, Brooklyn devrait avoir de belles ambitions, même si, Nico, tu l'as dit, faudra quand même voir et attendre pour voir ce que ça donne. Juste d'ailleurs, pour finir vite fait, Boston, est-ce que ça joue les premiers choix de la draft la saison prochaine? Ah non, moi je pense pas du tout. Enfin, j'ai l'impression que beaucoup de gens disaient que bon bah Boston sont en reconstruction, ça c'est vrai, et qu'ils vont aussi miser sur une bonne draft de l'année prochaine. Mais moi je pense que l'équipe est quand même pas si mauvaise que ça. Du moins elle est un peu trop bonne par rapport à cette idée-là et qu'elle sera plutôt dans les 10-15e de draft au mieux, donc pas un choix de draft qui va changer l'équipe quoi. Donc je pense pas que c'est Oui, sur c'est ça ça. Et que... puis après, cette équipe est aussi construite avec des joueurs qui ont jamais eu beaucoup de temps de jeu et auxquels on prédisait toujours un bel avenir, comme Marshawn Brooks, Jordan Crawford ou Terrence Williams. Et voir ces joueurs comme ça avec un gros temps de jeu, bah peut-être qu'au final ils vont montrer le vrai potentiel qu'on attend d'eux, quoi. Donc dans tous les cas, voilà, même pour les playoffs, la conférence Est est pas très forte. Les Bucks vont être affaiblis, les Hawks vont être affaiblis. Il y a même toujours de la place pour faire les playoffs. Donc je pense pas non que ça joue les premiers choix de la draft l'an prochain. Donc, Alors donc moi, en gros, fan de Boston, il faut retenir que vous n'aurez même pas en plus de bons choix à la draft l'an prochain. ouais, mais Ah, bon bah ils après, auront... c'est pas exclu que ça bouge encore cet été, hein. Moi, je Ouais, pense ouais, que évidemment. vraiment Danny Edge a encore d'autres trades sur la table qu'il attend de mettre sur place. Bon, on conclut là-dessus et on se retrouve tout de suite après le jingle pour parler de la draft.
Check out Green. Green off the dribble, drives inside the Duncan. Blocked by James. What a rejection. James on the drive, leans in, banks it in, tie game. Et on est de retour pour parler de la draft qui s'est tenue jeudi soir et donc vous avez pu vivre avec nous. On vous remercie encore une fois. Messieurs, une draft assez bizarre finalement. Qu'est-ce que vous voulez en retenir? Ah bah la draft la plus imprévisible de ces dernières années, hein, ça c'est sûr. Que ce soit avec le premier choix de draft qui était pas du tout celui attendu et pour lequel il y avait aucune rumeur dessus, et la chute, la moyenne chute des deux joueurs qui étaient justement considérés comme les plus gros prospects, Nerlens Noel et Ben McLemore, qui ont terminé 6ème, 7ème de la draft alors qu'ils étaient prévus dans les deux premiers spots quoi. Donc c'est vraiment ça qui je crois qui a marqué tout le monde en fait, le fait que plein de choses inattendues se sont passées sur cette draft. Ouais, c'est vrai que là, c'était la première fois depuis 2008 que le top 5 de la draft était aussi difficile à prévoir. Mais là, vraiment, en prenant Anthony Bennett avec le premier choix, les Cavaliers, ils ont fait péter toutes les mocks, quoi. C'était vraiment totalement imprévu, quoi. Et tout le top 10 a été complètement modifié par ce premier choix de draft qui était vraiment inattendu. Mais finalement, ça montre quand même, moi je trouve qu'on a l'esprit assez formaté par les mock drafts. Mais finalement, quand tu réfléchis, Anthony Bennett, c'est peut-être le mec le plus talentueux de cette draft en termes de talent pur et en termes de potentiel, parce que vu ce qu'il sait faire déjà dans sa saison freshman à 19 ans à peine, bah finalement c'est vraiment pas illogique de le voir atterrir aux Cavs, même s'il y a déjà Tristan Thompson qui joue sur le même poste. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, parce que oui, c'est vrai que c'était peut-être le plus talentueux de la draft, peut-être celui qui a le plus gros potentiel, mais c'était aussi et c'est toujours un gros risque. Là où Nerlens Noel et McLemore avaient aussi beaucoup de potentiel et étaient très bons joueurs, mais ils étaient beaucoup moins risqués à mon avis. Et je pense pas parce que tu vois, Ben McLemore était quand même cantonné à un rôle de shooter, même s'il faisait un peu plus. Mais dans les grandes lignes, c'était ça. C'était le mec qui venait en sortie d'écran, ou c'était vraiment un shooter. Nerlens Noel, énorme en défense, mais en attaque, il y a vraiment des gros doutes sur sa capacité à apprendre à aller au poste, à apprendre ne serait-ce qu'à avoir un jump shot. Il n'y a pas de jump shot dans son jeu. Donc il y a quand même des doutes par rapport aux aptitudes offensives que l'un ou comme l'autre vont pouvoir développer. Alors qu'Anthony Bennett, comme je l'ai déjà dit, le mec a un potentiel, les doutes c'est sur sa défense, mais c'est quelque chose que tu peux régler avec des coups de pied au cul. Oui, non mais il y a un truc qui est intéressant aussi pour les Cavaliers, c'est que voilà, eux ils avaient vraiment juste un scoreur qui était Kyrie Irving, et là ils ont son pendant à l'intérieur avec Anthony Bennett qui va pouvoir apporter du scoring à l'intérieur. Exact. C'est un profil qu'ils n'avaient pas du tout. Par contre, effectivement, le fait de prendre un joueur qui joue sur le même poste que leur numéro 4 de draft d'il y a 2 ans, c'est quand même un sacré pari, quoi, parce que effectivement, oui, Tristan Thompson n'est voué qu'à être un role player toute sa vie, mais quand même, quoi, tu te dis, c'est un numéro 4 de draft, ça fait à peine 2 ans qu'il est là, il sort d'une saison qui est quand même pas mal, et tac, tu draftes un numéro 1 que tu vas mettre exactement sur le même poste que lui, quoi. Donc après c'est pas une idée d'être formaté par les mock drafts ou quoi, c'est juste que c'est un choix qui, même si on peut l'expliquer, reste quand même relativement peu logique. Oui, non, et puis Guillaume, je suis pas d'accord sur le fait non, que... pas tellement, parce que la différence de talent entre Bennett et Thompson, c'est quand même énorme. Et je veux dire, si Cleveland a fait une erreur en prenant Tristan Thompson en 4ème en 2011, ce qui est le cas, c'est pas pour ça qu'il faut que tu te prives de prendre le meilleur joueur à tes yeux. Mais tu l'aurais drafté numéro 1, toi, Anthony Bennett? Bah franchement... Oh, comme il change de veste. Non, attends. C'est pas ça que je dis. Attends, Guillaume, en prenant du recul, c'est vraiment... Non, mais Guillaume, en prenant du recul, tu te rends compte que c'est un joueur pas si con que ça. Non, c'est pas qu'il est stupide, mais il est très très risqué. C'est vraiment ça, c'est le risque pour moi était trop grand pour en faire un Et pourquoi il est risqué? 2 minutes, je vais t'expliquer. Hein. Comparé à Nerlens Noel, c'est un pivot défensif. Une équipe arrivera toujours à gagner plus avec des matchs avec un pivot défensif qu'avec un scoreur. Ça, tu le vois assez régulièrement. Donc, en ça, déjà, même si en attaque il aurait rien porté, son impact défensif potentiel aurait été déjà plus intéressant et plus sûr, surtout, que le scoring d'Anthony Bennett. McLemore, c'est un énorme shooter. Un shooter, on sait à quel point c'est pas très intéressant, surtout lui avec les pourcentages qu'il avait. Ce à quoi il fallait ajouter des énormes qualités athlétiques qui peuvent vraiment être très très utiles et sur lesquelles il peut vraiment construire la suite de son jeu. Ça, on sait que ça aurait été transposé à un NBA. On sait que McLemore il va tourner minimum à 15 points par match, à moins qu'il soit dans une équipe qui lui passe jamais le ballon, quoi, dans ses bonnes positions. C'est pour ça que je te dis que McLemore et Noel étaient des joueurs beaucoup plus sûrs, tout en ayant
du talent et un potentiel à exploiter. Non, je pense pas parce que Attends, comme Bennett. je t'ai dit, Non, parce que Bennett, il est encore très jeune et son jeu est vraiment typé pour la NBA, Anthony Bennett. il est vraiment pas un typé, risque. mais le jeu Et offensif. en défense, c'est vraiment le potentiel pour s'améliorer. Oui, mais attends, mais le jeu offensif déjà, c'est pas dit que tout le temps ça se transpose, c'est toujours un peu risqué. Ah bah tu viens de me faire la démonstration pour Ben McLemore. Non, je t'ai parlé juste de son shoot. Ah, c'est une nuance Ah, là. oui. Ça n'a rien à voir. Justement, les Yénins, McLemore, son shoot dès qu'il est ouvert, il le mettra que ce soit en NBA ou que ce soit en NCAA. Notre Anthony ami, Bennett aussi, notre c'est ami une de ses Bennett, forces. C'est son c'est- tir mais- extérieur. mais il a pas Anthony Bennett, je pense qu'il va justement, il va très bien s'adapter à la NBA. Ah Moi, oui. ma grosse interrogation, c'est surtout combien de minutes est-ce qu'il va avoir pour sa première saison, sachant qu'il joue sur le même spot que Thompson, voir combien de temps de jeu il aura. Moi, je pense que Anthony Bennett, tu lui donnes 30-35 minutes, il te met minimum 15 points. Par contre, voilà, si tu le fais jouer, voilà, en titulaire, en mettant Thompson sur le banc et en essayant de balancer entre les deux, tu te retrouves avec Anthony Bennett à 20 minutes de jeu. C'est pas utile, voilà. C'est pas utile d'avoir un numéro 1 de draft qui joue que 20 minutes par match. Mais finalement, c'est pas le bon moment pour échanger Tristan Thompson. Ah, mais si, Bah, carrément. visiblement, c'est ce que les Cavaliers ont essayé de faire, quoi. Avant la draft, ils ont proposé, ils ont essayé de recruter un ailier fort All-Star, qu'ils ont essayé avec Aldridge, ils ont essayé avec Kevin Love en proposant justement Thompson, Waiters et des tours de draft. Mais voilà, ils cherchaient vraiment ce 4 scoreur. Ils l'ont trouvé avec Bennett, et c'est pas impossible qu'ils repartent qu'ils repartent à l'assaut pour faire des échanges avec les belles valeurs de Thompson et Waiters. Parce que il y a un nouveau coach. Visiblement, le coach n'a pas l'air de compter sur ces deux-là. Donc effectivement, ils sont des belles monnaies d'échange. Mais après, c'est moche aussi pour les Cavs, quoi. Que ça reste 2 numéros 4 de draft. C'est une franchise qui est en train de se reconstruire via la draft. Si au bout de 2 ans, tu te débarrasses déjà des joueurs que tu as draftés, t'avances pas, quoi. Pour passer peut-être au numéro 2, Victor Oladipo, drafté par Orlando. C'est pas finalement, c'est pas une si grande surprise que ça, puisque dans les derniers jours avant la draft, on l'annonçait quand même. Est-ce que vous êtes surpris par ce choix ou est-ce que c'est assez cohérent pour vous? Bah, c'est surprenant parce que c'est finalement plusieurs jours avant, c'était plus ou moins annoncé, même si on n'avait pas de certitude. Tout le monde s'est un peu fait à cette idée-là. Même s'il y a un mois, 2 mois, je sais plus qui avait mis Oladipo en numéro 2, tout le monde a crié au scandale. Finalement, c'est rentré dans les esprits. Parce qu'effectivement, Oladipo est peut-être le joueur qui aura le plus gros impact immédiat, même si c'est dans un rôle assez concentré de role player. Mais là, on est quasi sûr qu'il sera utile d'une manière ou d'une autre. Je faisais le lien un peu avec Nance Noël qui, de par son jeu de pivot défensif un peu tentaculaire, est sûr d'au moins apporter un minimum de choses. Oladipo, c'est pareil avec sa défense et aussi son jeu offensif qui n'est pas un jeu de création ni de score, mais quelqu'un qui met des paniers d'opportunistes avec des ballons qui traînent ou des tirs ouverts, ce qui est toujours très très utile dans une équipe. Voilà, après, le problème, c'est est-ce que c'est pertinent comme choix pour Orlando? Parce qu'effectivement, si on pouvait s'attendre à ce qu'Oladipo monte, parce qu'il avait été très bon lors de tous les workouts qu'il a fait. Par contre, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il tombe à Orlando? Un peu moins, quoi. Parce que c'est peut-être l'équipe qu'on avait justement le moins besoin, sachant qu'ils ont déjà Afflalo qui a exactement le même profil et qui joue exactement sur le même poste. Ouais, mais justement, je pense qu'ils vont l'échanger à Flalo. Non, mais Orlando finalement cherchait en fait un franchise player. Il n'y en a pas dans cette draft. Et bien ils se sont dit, on va prendre la valeur sûre de cette QV et c'est à son poste, c'est Victor Oladipo. Finalement, c'est un choix petit bras pour Orlando. C'est un choix petit bras en fait, c'est un choix qui deviendra intéressant si Orlando arrive à réunir beaucoup de très bons joueurs autour de lui. Là, on dira que c'est un super choix, un peu comme c'est le même exemple que Michael Kidd-Gilchrist qui était exactement dans la même situation. Vrai role player qui risque de voir son impact se vérifier quand il aura des scores autour de lui et un jeu un peu structuré. Oladipo ce sera pareil. Donc pour l'instant, ça va rien faire, ça va être un peu petit bras comme choix. Si Orlando joue bien les choses après, ce sera pas mal. Après, on peut quand même regretter un peu que Orlando n'ait pas pris un peu plus de risques en misant sur des joueurs qui pourraient devenir un peu plus impactants en matière de scoring, de leadership, que ça, au moins avoir des lieutenants un peu plus proches pour ou faire venir des joueurs ou accélérer un peu la construction de leur équipe. Bah, peut-être qu'ils pensent déjà les avoir, les lieutenants. Ils ont quand même une bonne base de jeunes joueurs. Ils se disent, nous on veut juste un franchise player et les lieutenants ils sont déjà là. Tu me Voilà, cites leur mais nom, s'il te plaît? je pense que justement un joueur comme Ben McLemore aurait été plus cohérent comme choix
Parce que voilà, ils ont, comme tu l'as dit, ils ont une très bonne base de jeunes avec Tobias Harris, Mo Harkless, etc. Mais il manque vraiment du potentiel star, quoi. Ce que n'est pas Jamir Nelson, ce que ne sera pas Nikola Vucevic. Je pense que tu vois, prendre un mec qui pouvait être potentiellement All-Star comme McLemore, ça aurait été un meilleur choix qu'Oladipo à mon sens. Même si voilà, si tu te dis voilà, ils ont Aflalo qui a une belle valeur, ils peuvent récupérer peut-être un très bon joueur en échange. Ça, c'est quelque chose qui aurait pas été nécessaire s'ils avaient drafté McLemore. Tiens, ben justement, McLemore qui est tombé donc septième à Sacramento, c'est quand même la belle affaire de cette draft. Oui et non, pas pour lui. Lui, il est pas content d'être tombé à Sacramento. Je pense que il va en baver lui. Après, bon, Après, faut voir, c'est quand même sympa comme environnement Sacramento. T'as le soleil, la Californie, etc. Puis avec, même de toute façon, avec les nouveaux propriétaires, ils ont clairement annoncé qu'ils avaient envie de mettre du pognon sur des joueurs. Donc c'est une équipe Sacramento. Faut s'attendre à la voir grandir au cours des prochaines années. Et voilà, eux, ils sont très contents d'avoir récupéré McLemore. Et je pense que c'est loin d'être le plus mauvais endroit où il aurait pu tomber. Non, je pense qu'avec sa présence, tu vois, un joueur comme Demarcus Cousins qui a besoin de beaucoup d'espace à l'intérieur, avoir un shooter autour, ça va lui faire du bien. Et lui, McLemore, avoir un intérieur qui quadrille bien le terrain comme Demarcus Cousins, ça va lui servir aussi. Donc je pense que finalement, c'est quand même du gagnant-gagnant au final et pour Sacramento et pour McLemore. mais Mais tout, est-ce que ça veut dire, moi je l'ai vu un peu comme ça, est-ce que ça veut dire que Tyreke Evans n'est plus indispensable? Ou alors est-ce qu'on va encore penser à le décaler poste 1, encore une fois au poste 3? Comment ça va se passer? je sais pas, mais déjà, ce qui est sûr, c'est que Sacramento a eu raison de le prendre parce qu'à un moment donné, Je t'en fous de McLemore. ma question en fait. Oui, mais je vais y revenir après. T'en fais pas. Non, parce qu'ils sont obligés de le prendre parce que avec un septième choix de draft, on peut pas passer à côté d'un tel talent juste pour des histoires de configuration d'équipe. On prend ce jour-là, qui était vraiment qui aurait pu être premier ou deuxième, et après on recalcule son équipe s'il faut. Et là, en l'occurrence, pour Tarek Evans, c'est vrai que la question est intéressante parce que son jeu est peut-être complémentaire de celui de McLemore dans le sens où il y en a un, c'est un shooter qui attend de recevoir le ballon. L'autre, c'est un joueur qui a tout le temps, qui aime avoir le ballon dans les mains et puis qui peut créer des choses principalement pour lui, mais aussi ressortir pour un shooter. Donc les deux peuvent vraiment se combiner très bien. La seule question, c'est comment on les positionne. Est-ce que Terry Grant, on le remet en meneur, sachant que j'aime pas trop cette idée parce que même si j'aime beaucoup ce joueur, en meneur, on perd beaucoup en termes d'organisation, de gestion de jeu. Et le mettre en 3, bon, moi, c'est pas, ça peut se faire, surtout dans le jeu d'aujourd'hui où avec le post 3 on fait un peu ce qu'on veut et jouer un peu small ball. Ça peut être intéressant, mais l'ennui c'est qu'il va falloir qu'il encaisse des gros bébés en défense et même en attaque. Est-ce que ça va pas le gêner plus que ça ne devrait? Ça serait une question à voir. Mais Ouais, moi, je pense après l'inverse, justement. Moi, j'aimerais bien que Sacramento prolonge Tyreke Evans pour pouvoir le faire jouer avec McLemore, avec Evans en meneur et McLemore en arrière. Je trouve que les deux se complètent vraiment très bien. McLemore, c'est un joueur qui est meilleur quand il n'a pas le ballon. Tyreke Evans qui est meilleur quand il l'a. Tyreke Evans qui, lui, joue plus en pénétration et McLemore qui, lui, reste plus en périphérie pour mettre des shoots. Je trouve que les deux se complètent vraiment très bien, quoi. Et la présence de McLemore pourrait permettre à Evans de retrouver ce rôle qu'il avait lors de sa première année à Sacramento, de pénétrer, s'il n'y a pas de place, de ressortir à l'extérieur, chose qui n'était pas très utile parce qu'il n'avait pas de shooter fiable. Et là, il a McLemore qui est un shooter génial à côté. Je pense que vraiment, ça sera un duo que j'aimerais beaucoup voir à l'œuvre, quoi. ouais, mais la Surtout, première. voilà, ça permettrait aussi, tu vois, Cousins, c'est un joueur qui, lui, par contre, aime bien jouer en isolation sans vraiment se soucier du reste de l'équipe. Voilà, ça permettrait de vraiment pouvoir varier les options. Vraiment, ce tandem 1-2 Evans-McLemore, j'aimerais beaucoup que ça se fasse parce que je pense que c'est vraiment très très complémentaire. Je suis assez d'accord, et puis ce qui est intéressant avec Tyreke Evans au poste 1, c'est que même s'il aura quelques petites faiblesses, notamment comme tu l'as dit Nico, dans l'organisation du jeu ou quoi, mais il aura quand même un super avantage de taille et de puissance sur les autres meneurs de jeu, et c'est quand même pas négligeable en NBA. Non, c'est sûr, mais n'oubliez pas que la première année où Tarek Evans jouait quasi comme un meneur, il avait Ben Audrey à côté de lui qui s'occupait un peu de la gestion de jeu, vraiment de distribuer la balle aux autres, à faire tourner le ballon. Ça, Tarek Evans, il sait pas trop faire, et c'est ça mon inquiétude, moi. Donc je préférais utiliser Tarek Evans de la même manière, c'est-à-dire en lui donnant assez souvent le ballon. Quoique cette année, en plus, il a montré qu'il arrivait à jouer un peu tout aussi bien sans vraiment avoir tout le temps la main sur le ballon, donc c'est bien ça aussi. C'est dommage de pas exploiter ça aussi. C'est pour ça que moi je tenterais plutôt le mettre en 3 ou McLemore en 3, enfin tourner sur les deux postes d'ailier, derrière et d'ailier, pour jouer comme ça et essayer d'avoir un vrai meneur, ce que pour l'instant Sacramento n'a pas.
Ouais, non, mais je pense que justement remettre Ivan sur le poste 1, ça serait l'occasion de voir si au cours des 3 dernières années, bah, si vraiment il a progressé dans sa compréhension du jeu. Et je pense vraiment que c'est le cas, quoi. Parce que le fait d'être à l'arrière, tu l'avais dit dans une ancienne émission, ça a rendu son jeu plus propre. Je pense que le remettre à la main, ça serait l'occasion de voir les progrès qu'il a fait. Et je suis certain qu'il s'en tirerait beaucoup mieux dans l'organisation du jeu que ça avait été le cas quand il jouait meneur sa première année. On l'a dit, l'autre probable premier choix de draft qui est tombé en dehors du top 5, c'était Nerlens Noel, pardon, j'ai toujours un problème avec lui. Donc, qui atterrit à New Orleans. Donc, pendant 2 minutes, on a cru à une raquette avec Anthony Davis. C'était block party, il a dit lui-même d'ailleurs en interview. Ouais, Finalement, on il a échangé. on Ouais. commençait même à tomber un peu amoureux de cette défense potentielle, je sais pas où, mais l'idée Ah bah, d'avoir sur le live, nous on était emballés ouais, pendant les 3 minutes, on y a cru. peut-être à tort, je sais pas si en pratique ça aurait marché, mais sur le coup, l'idée d'avoir une raquette avec des marsupilami qui tend en hauteur, dans le jeu aérien, mais aussi en vitesse, tout ce qui aurait été rotation et interception, ça aurait été très très intéressant. Mais Toujours est-il que ouais, à la c'est fin, fini. les Voilà, ça Pelicans, sert pas à grand chose d'en parler au final. ouais, la bonne affaire, c'est quand même pour les Pelicans et pas les Hornets, les Pelicans Vous voulez pas qu'on fasse une jour convention? C'est moche, c'est Ouais, moche. vous un voulez pas meneur All-Star. qu'on fasse Je sais les pas ce que vous en rebelles? pensez, moi j'ai l'impression que c'est quand même eux les gagnants de l'échange. Bah après, faut voir, ils ont quand même envoyé leur pick pour l'an prochain à Philadelphie, Oui, donc c'est vrai. c'est top 5 protégé, mais si jamais, voilà, si jamais c'est sixième, Non, Philadelphie, c'est top 3. top 3 protégé. Ouais. Ouais, si jamais Philadelphie se retrouve avec 2 choix de draft dans le top 5 l'an prochain, ça pourrait très bien être eux les gagnants de l'échange. Donc Et Imagine, c'est vraiment à voir, quoi. une- C'est vrai que perdre Jrue Holiday, c'est quand même un sacré pari de la part des Sixers, étant donné qu'ils sortaient d'une saison All-Star, mais ça peut aussi leur permettre, voilà, de donner des responsabilités à Evan Turner. Puis le reste de leur draft, c'est un peu tourné dans cette direction-là aussi, en disant voilà, on a récupéré Nerlens Noel, on perd notre meneur, et ils ont drafté derrière 3 meneurs rookies. Donc je crois qu'ils ont drafté tous les meneurs rookies qu'il y avait disponibles pendant cette draft. ils ont acheté du meneur en gros. Ouais, Après, donc, c'est vrai attends, qu'il y en a oui, vas-y. qui rééquilibrent ce transfert, pour l'instant qui a l'air très déséquilibré euh, en faveur de New Orleans. Et certaines personnes pensent que finalement Philadelphie a peut-être été plus maligne que ça, parce que bon, qui a quand même récupéré Nerlens Noel, qui est quand même un joueur très intéressant, mais aussi donc ce prochain choix de draft dans une draft qui s'annonce très forte. Le seul truc, c'est que moi je mettrais un petit bémol à ça, c'est que a priori, si New Orleans se renforce avec Jrue Holiday, c'est justement pour terminer à une bien meilleure place que ce que pourrait les faire atterrir haut dans une prochaine draft. Donc est-ce que finalement Philadelphie va pas se retrouver plutôt avec un 10e choix de draft ou un 12e, et là Ouais, du coup je c'est suis complètement d'accord, je déséquilibré. vois exactement ce que tu veux dire. Mais il peut toujours y avoir un bon joueur qui fait une saison moyenne à NCAA et qui tombe entre la 10e et 14e place. Il y a quand même des bonnes affaires à faire l'an prochain et même tu vois, même une 13e ou 14e, je pense qu'il y aura des bons joueurs à aller chercher. Ouais, mais est-ce que ça vaut ouais, le moi coup? je fais partie de ceux qui pensent que Philadelphie est gagnant de cet échange. Déjà parce que j'aime pas beaucoup Jrue Holiday, mais surtout Bam voilà, dans parce ta que gueule. au niveau de la cohérence, tu vois, il y a des franchises qui font des plans sur le long terme, etc., penser à se reconstruire sur 5 ans. Là, Philadelphie, au final, ça reste du très court terme. D'ici 2 ans, ils pourraient avoir retrouvé une équipe qui pourrait viser la quatrième place à l'Est. Donc, avec ces 2 choix de draft dans la prochaine draft qui s'annonce très très bonne, avec un Ivan Turner qui va avoir des responsabilités dans le jeu, avec une grosse enveloppe pour recruter aussi, je pense que voilà, plutôt que de chercher à se construire sur des plans sur 10, 15, 20 ans, Philadelphie, voilà, dans 2 ans, ça peut redevenir une équipe très très bonne et même meilleure que ce qu'elle est actuellement. Donc, je pense qu'il y a vraiment une logique derrière ce choix et je trouve que c'est bien calculé de la part des Sixers. Ouais, Et puis ils ont quand même chopé à la draft Michael Carter Williams, qui moi je l'aime pas trop en tant que gestionnaire, mais faut avouer que c'est un bon passeur. Et comme tu disais avec Evan Turner qui prend peut-être plus les responsabilités, ben c'est finalement le bon environnement pour Michael Carter Williams. Non, non, moi je pense que si t'enlèves le ballon à Michael Carter Williams, il servira plus à rien. Parce que son seul truc qu'il sait à peu près bien faire, c'est distribuer le jeu, et encore. Pour tout le reste, il sait le faire un match sur 5, donc c'est un peu frustrant. Si tu lui enlèves le ballon, il pourra même plus faire des passes, donc je sais pas trop à quoi il va servir. Et Ouais, après, mais justement, avoir un passeur aussi propre dans l'effectif des Sixers, c'est quand même cool, quoi, parce que tu vois, t'as des très bons shooters, donc avec, par exemple avec Jason Richardson, et t'as aussi des intérieurs très athlétiques avec Nerlens Noel et Thaddeus Young. Donc le fait d'avoir un passeur qui peut faire la différence sur juste une passe,
c'est vachement pratique quand t'as des marsupilami qui sautent partout dans la raquette et quand t'as des shooters en périphérie. Donc même s'il a pas beaucoup de ballons, le fait de pouvoir faire la différence juste sur une passe, ça peut permettre à Carter Williams de s'en sortir, même avec un Evan Turner qui aura la balle la majorité du temps. Après, moi, ce qui me dérange quand même, c'est que, bon, comme l'a dit Nico, il a pas vraiment de shoot fiable, donc quand il a pas le ballon, bah, ça sert pas à grand chose. Et puis, il est pas vraiment à l'aise sur pick and roll, alors que même toi, Lucas, tu le disais la semaine dernière, un peu tous les meneurs ont le devoir d'être à l'aise sur pick and roll. C'est quand même dommage quand t'as Nerlens Noel de pas pouvoir jouer ce genre de système. Mais la Il y clé, a un peu de ça, quoi, mais je pense que tu vois, le fait de donner plus de responsabilité à Evan Turner, je pense qu'il va vraiment exploser. Tu vois, toutes ces dernières années, on disait, ah, ça va être enfin l'année Evan Turner, etc. Mais le problème, c'est qu'il avait toujours un joueur à côté de lui qui gardait la balle tout le temps et lui, il pouvait pas l'avoir, alors que c'est un joueur qui, étant donné que c'est pas un shooter super fiable, s'il a pas le ballon, il sert strictement à rien. Donc voilà, débarrasser d'Iguodala, puis débarrasser le Jrue Holiday, je pense qu'il peut vraiment s'affirmer et devenir enfin le joueur qu'on attend qu'il devienne. En fait, c'est Iverson. C'est pas Iverson non plus, j'ai pas dit ça, mec. De toute façon, Iverson, il est à Boston cette année, donc. Et oui, Ouais, Colton Colton. Iverson qui va bosser. ouais, faut acheter les maillots, les gars. Faut acheter le maillot, ça sera trop la classe. Mais c'est vrai que la clé pour Philadelphie, ce sera effectivement Evan Turner. Si on retrouve l'Evan Turner qu'on a vu en NCAA, ça peut être intéressant. Mais je pense quand même que ça va être compliqué pour Philadelphie de se remettre de ce transfert-là. Jrue Holiday avait quand même que 23 ans, je crois. Il était quand même sur une saison de All-Star. Les meneurs sont pas toujours faciles à trouver. Là, ils en avaient un. Et puis Nerlens Noel, même s'il est bien, est-ce que ça sera suffisant? Est-ce que la raquette Nerlens Noel Thaddeus Young est pas un peu limitée physiquement en termes de puissance, de choses comme ça? En termes de jeu, on sait pas trop ce qu'il va y avoir aussi, donc je sais pas trop. Bon après ils ont aussi pas mal de place sous le salary cap, hein, donc ça peut être intéressant. Voilà, Mais ils ont de la place pour le salary cap et ils auront deux choix dans le top 10 l'an prochain, donc. Franchement, non, moi je pense que c'est bien joué de la part des Sixers, quoi, vraiment de chercher à se reconstruire sur le court moyen terme plutôt que sur le long terme. Je trouve que c'est vraiment une bonne stratégie en tout cas. deux choix dans Ouais, le top 10, on sait justement, pas, hein. en parlant de meneur de jeu, Trey Burke, qui a été drafté 9ème par les Timberwolves et finalement qui est allé à Utah, donc contre Shabazz Mohamed et Gorgui Dieng. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Utah sort, enfin pas perdant, mais Minnesota a quand même bien géré son coup. Ouais, enfin, je sais pas si c'est l'échange de la soirée quand même. Je crois que Jrue Holiday contre Nerlens Noel c'est un peu plus balèze quand même. Oui, non, mais justement, tu vois, Jrue Holiday, c'est quand même un All-Star, il a été échangé contre Nerlens Noel et un futur premier choix de draft, et finalement, Trey Burke, bah, c'est pareil, il a été échangé contre deux premiers choix de draft alors qu'il a encore rien prouvé. Le cas Il y a un peu de ça, quoi, mais au final, l'échange permet aux deux équipes de trouver leur compte, quoi. Minnesota, eux, ils voulaient un shooter. Quand leur choix de draft est arrivé, il n'y en avait pas. Donc, ils ont pris le meilleur joueur. Utah, eux, ils cherchent un meneur. Ils ont réussi à avoir un échange. Finalement, Minnesota, avec deux choix au premier tour, se retrouve avec deux très bons joueurs de complément. Avec Shabazz Mohamed, au 14e choix, c'est quand même un exploit de l'avoir aussi bas. Et Gorgui Dieng, qui a un profil de joueur qu'il recherchait. Pendant que Utah trouve enfin le meneur qui leur fait défaut ces dernières années, plus réussi à drafter Rudy Gobert en fin de premier tour, parce que les deux franchises ont très bien drafté sur ce coup-là, quoi, et tout le monde y trouve son compte. Bon, on est d'accord, mais est-ce que un 9ème choix, enfin, est-ce que Trey Burke, ça valait Shabazz Mohamed et Gorgui Dieng? Bah Utah était un peu obligé. C'est dur à dire, quoi, parce qu'au final, c'est un package que tu aurais pu échanger contre un All-Star, mais je pense que le Jazz avait tellement besoin d'un meneur que finalement trouver Trey Burke, c'est quand même une bonne pioche pour eux, sachant qu'ils ont des intérieurs qui jouent très bien le pick and roll, et Trey Burke est excellent sur pick and roll. Genre voilà, même si ça semble cher payé, étant donné que c'est un package que tu aurais pu échanger contre un joueur All-Star, bah finalement le Jazz, ça vaut le coup pour eux, étant donné qu'ils récupèrent un joueur dont ils avaient vraiment besoin. Bah ils ont aussi récupéré le meilleur meneur de la draft, même si moi je reste un peu sceptique sur sa capacité à être longtemps un titulaire indiscutable. C'était le meneur de la draft quoi qu'il arrive, celui qui apportera peut-être le plus immédiatement à Steve Utah qui est pour eux le poste de meneur est celui qui est le plus décisif, vu que le reste de l'équipe est plus ou moins formé, même si ça reste très très jeune et qu'il ne manque plus qu'un organisateur. Après Minnesota a dû passer un peu a vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel passer sur son visage parce qu'il voulait absolument un arrière shooter plutôt athlétique et défenseur, et il y en avait, hein, il y avait Oladipo, il y avait McLemore, il y avait Kentavious Caldwell-Pope. Les trois sont passés sous le nez, sachant ils étaient pas loin d'avoir McLemore, hein, à deux choix de draft près. Et sinon l'autre c'était Caldwell-Pope qui n'a pas été pris.
Donc malgré cette espèce de manque de chance, ils se sont débrouillés pour récupérer non seulement un autre arrière qui est dans un profil un peu différent, moins orienté joueur de niche, cadré sur le shoot et la défense, et performant là-dedans, et plus orienté sur le scoring. Et ils ont aussi eu un pivot défensif qui peut rendre des bons services. Donc ils ont réussi à tourner leur mauvaise fortune d'une manière plutôt intéressante. La seule question ce sera après, c'est est-ce qu'ils arriveront à bien utiliser Shabazz Mohamed pour qu'il devienne le joueur qu'on attend tous qu'il soit en fait. Lucas, t'as rien à dire sur Shabazz? Non, mais au final, ça lui convient bien aussi. Parce que le fait d'être drafté avec ce 14e choix, c'est décevant pour lui au vu de son niveau de jeu. Mais au final, en arrivant à Minnesota, il peut éventuellement récupérer directement le 2e spot pour être titulaire. Et il va être mis à côté de Ricky Rubio. Donc, où il pourra évoluer dans un rôle de shooter, ce qu'il sait très bien faire. Et il peut aussi devenir vraiment une menace à l'extérieur que les Wolves n'ont pas. Il va être le seul scoreur extérieur de l'effectif. Et je pense que c'est vraiment tout à son avantage, quoi. Même si tu vois, mais c'est un joueur voilà qui est très orienté Californie, jeu flashy, etc. J'aurais bien aimé le voir dans une franchise un peu plus sexy que Minnesota quand même. Hein, puisqu'on disait que moi j'aime bien avec ce choix, c'est que Mohamed est un joueur très très déterminé, un peu presque de façon maladif, un peu à la façon d'un Michael Jordan et d'un Kobe Bryant. Et ça, je pense. D'un Trey Burke. Oui, si tu veux, non, mais je rigole pas. Ouais, je te l'accorderai pour cette fois. Ouais, mais je pense pas que c'est aussi maladif que Si, Mohamed. je t'assure que si. Tu l'as invité à dîner, ça lui a pas plu Non, mais quand tu les interviews, c'est pareil. Enfin, c'est du même registre que Shabazz Mohamed, bon, quoi. si tu sais, Le d'accord. mec, c'est vraiment, il joue pour être reconnu et Et joue pour être reconnu, ils se retrouvent à Utah, c'est quand même la loose, quoi. on est d'accord. Planté quelque part. Non, et un joueur de caractère comme ça, comme Mohamed à Minnesota, dans une équipe que je toujours trouvé un petit peu trop gentil, ça peut être intéressant, même s'il faudra de temps en temps le cadrer, faire attention un peu à ce qu'il s'emballe pas dans sa mauvaise foi quand ça ira pas dans son sens, c'est son gros problème, hein. Dès que ça va pas dans son sens, il est très frustré, et puis ou il arrête de jouer, ou il s'énerve, donc mais ça peut être tourné d'une bonne façon, utiliser ce caractère pour gagner, ça peut être bien orienté, ça peut être très utile à cette équipe à qui il manquait un peu de rage de vaincre, je pense. Et comme c'est un joueur qui aime bien jouer, qui joue surtout, qui score surtout sans le ballon, avec Ricky Rubio et les autres menaces qu'il y a, effectivement, il peut briller. Après, ce qu'il va le faire, ça sera une autre question. Et puis, ce sera intéressant de voir ça cette année. Tiens. Oui, c'est ça. Minnesota est vraiment une équipe qui peut lui permettre de briller, quoi. Parce que comme tu l'as dit, à Ricky Rubio et surtout Mohamed, lui, il est très bon sur catch and shoot. Et Rick Adelman, qui est le coach des Wolves, lui, c'est vraiment un spécialiste pour faire des systèmes avec 15 000 écrans à chaque fois pour ses shooters. Donc, je pense que voilà, c'est peut-être pas l'équipe la plus sexy, mais finalement, c'est peut-être celle qui correspondait le mieux à son jeu et à son profil de joueur. Pour être vraiment complet, Minnesota a même chopé un backup pour le poste de meneur de jeu, Lorenzo Brown. On va pas trop en parler parce que ça mérite pas plus que ça, mais faut quand même dire que c'est un bon playmaker et qui pourra normalement faire le poste de remplaçant. Voilà. Une autre équipe qui a fait une bonne draft, les gars, moi je trouve, c'est Portland qui finalement, ils se sont achetés un banc avec tout leur pick qu'ils avaient. Ils ont quand même réussi à choper donc CJ McCollum, 10e choix, donc un bon scoreur extérieur qui pourra assurer le relais au niveau de la main. Allen Crabbe, pareil, un extérieur qui pourra apporter du scoring. Jeff Whitey, le pivot de Kansas, qui pourra même, pourquoi pas, être titulaire d'entrée. Pour moi, c'est une draft réussie, je sais pas ce que vous en pensez. Non, moi je suis assez d'accord, surtout voilà, récupérer Jeff Whitey avec un choix en milieu de deuxième tour, c'est quand même un exploit, on attendait facile 20 places plus haut. Et au final, voilà, ils ont vraiment trouvé des joueurs qui correspondaient aux besoins qu'ils avaient, quoi, surtout avec McCollum, voilà, qui est un bon manieur de ballon. Portland a dit qu'ils n'avaient pas forcément l'intention de prolonger Eric Maynor, donc ça veut dire qu'ils vont lui faire confiance pour gérer justement la seconde unit. Donc je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Portland a bien géré sa draft. Après voilà, je pense quand même que l'équipe est quand même très 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 jeune, donc ça sera pas mal de choper un ou deux vétérans pour cadrer un peu ce banc qui va être constitué que de rookies et de sophomores. Donc voilà, c'est une très bonne draft. Maintenant, il va falloir la compléter pour qu'elle soit vraiment réussie, quoi. Parce que là, en l'état, effectivement, c'est une très bonne base de travail, mais il faut aussi des vétérans pour pouvoir encadrer ces jeunes joueurs. Sinon drafter autant de jeunes talents, ça sert à rien, quoi. Ouais, moi, je remets pas en cause la draft de McCollum parce que effectivement, qu'un 10e choix de draft, il n'y avait pas grand chose de mieux à faire. Après, je suis pas fan de l'équipe qui en ressort en fait, même si elle est un peu plus costaud que ce qu'était l'année dernière, ce qui était le but.
je trouve que c'est un petit peu petit bras tout ça, avec finalement, surtout s'ils gardent pas Eric Maynor, qui était vraiment le seul joueur un peu organisateur de cette équipe. Là, McCollum est à des kilomètres d'être un meneur, sans que c'est pas un croqueur, mais bon, c'est vraiment un scoreur qui shoot dès qu'il en a l'occasion. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que ils peuvent garder Maynor et avoir quand même CJ McCollum pour faire la rotation sur les postes 1 et 2. S'il garde Maynor, ça c'est pas dit encore. Effectivement, s'il garde Maynor, je suis pas contre. Mais bon, le duo quand même Damian Lillard de McCollum est quand même très très shooter quoi. Je veux dire, ça c'est vraiment des Après, scoreurs. je suis pas convaincu qu'ils soient appelés à jouer ensemble, quoi. Pour moi, vraiment, McCollum sera là pour prendre le relais quand Lillard sera sur le banc. Oui, oui. Je pense pas que les deux soient compatibles, et je pense pas de toute façon que dans l'esprit des Wolves, c'était pour les faire jouer ensemble. Des Blazers. Des Blazers, ouais, pardon. Lucas, il va falloir que tu nous dises un peu un mot de la draft des Phoenix Suns. Donc, ils ont pris Alex Len. Oh, tu lui fais mal là, le pauvre, tu lui Archie fais mal. Goodwin. Non, mais il faut qu'il en parle. Hein. Et qui ont pris Alex Oriaki en 57e choix de draft. Mais si tu parles pas de lui, c'est pas grave. D'accord. Non, mais au final, pour Phoenix, ils ont assez bien couvert les besoins qu'ils avaient. Eux, visiblement, Alex Len, donc le GM l'a annoncé, c'était pour eux le choix numéro 1 qu'ils voulaient faire, et c'est pour ça qu'ils avaient essayé de monter dans la draft. C'était pour avoir Alex Len, donc au final, il est tombé jusqu'à leur 5e choix. Donc c'est tant mieux pour eux, vu que c'est celui qu'ils voulaient. Et au final, ils ont Archie Goodwin avec le 29e choix aussi. C'est un joueur sur lequel ils étaient, pour lequel ils avaient essayé de monter. Au final, voilà, ils ont réussi à avoir tous les joueurs qui ciblaient. Bon, après, au niveau de la stratégie, je suis pas certain que ça soit vraiment pertinent, vu que c'était pas forcément les joueurs auxquels j'aurais pensé pour cette équipe, mais vu ce qu'ils voulaient faire, au final, ils ont eu tous les joueurs qu'ils voulaient. Donc ça reste une draft réussie dans leur esprit, même si je pense pas que la direction que prenne la franchise avec cette draft soit forcément une bonne direction. Après, est-ce qu'on ne doit pas faire confiance au nouveau GM de Phoenix, qui était l'ancien un des spécialistes du scouting ou je sais plus quoi de Boston Celtics, donc qui est un des responsables de la sélection de la venue en tout cas de Rajon Rondo, Avery Bradley, Jared Sullinger et peut-être d'autres que j'oublie. Du coup, il a une grosse réputation, donc on peut se dire, on peut lui laisser le bénéfice du doute, hein, sachant qu'Alex Len a quand même été sur les derniers jours annoncé numéro 1 de draft, principalement sur le potentiel, parce qu'effectivement pour l'instant c'est un joueur vraiment en développement, vraiment pour l'instant il pas prêt pour avoir un apport immédiat, ça c'est à peu près sûr, mais effectivement potentiellement, alors il y a les avis qui divergent, hein, notamment ici, mais moi je pense que c'est vraiment une pièce jetée en l'air, mais si elle tombe du bon côté, les Phoenix Suns auront un vrai pivot efficace tant en défense qu'en attaque, donc genre de joueur sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour construire une belle équipe. Voilà, et puis il y a quelque chose aussi, c'est que Phoenix, en draftant ce pivot, couvre le poste 5 et pourra se permettre d'utiliser Marcin Gortat dans un échange. Sachant que c'est le seul joueur de l'équipe qui a une valeur marchande. Ben non, du fait apparemment, de ils son veulent le contrat garder. expirant. Ouais, ils veulent le garder, mais apparemment, ils ont parlé de le prolonger. Après, je suis pas sûr qu'ils soient d'accord, parce que Marcin Gortat, au cours de l'année, il avait dit voilà qu'il aimait bien Phoenix, mais que ça le faisait quand même un peu chier de jouer dans une équipe qui perdait tout le temps. Donc lui, il sera pas forcément OP pour prolonger. Et éventuellement, voilà, utiliser Marcin Gortat dans un trade, ça pourrait leur permettre d'avoir Eric Gordon sur qui ils sont depuis quand même pas mal de temps. Bon, Donc voilà, au final, couvrir ce poste 5, ça leur ouvre des perspectives. Et je pense que voilà, dans cette stratégie de reconstruction sur 4-5 ans, drafter Alex Len, c'est pas une mauvaise idée non plus. là où je trouve que la draft de Phoenix est intéressante, c'est que, comme tu l'as dit Lucas, il couvre un peu les deux postes les plus urgents, c'est-à-dire le poste de pivot et celui derrière. Et ce qu'ils n'auraient pas pu faire en prenant par exemple Ben McLemore qui était disponible, qui était évidemment un très bon choix pour le poste 2, mais derrière, avec le 29e choix ou le 30e, ils auraient pas pu choper un pivot aussi talentueux, je pense. En revanche, moi j'aurais peut-être pris Nerlens Noël à la place d'Alex Len, parce que je trouve qu'il y a quand même plus de choses à faire, il y a plus de potentiel, et puis surtout, tu aurais eu quand même Nerlens Noël et Archie Goodwin qui étaient des potes qui jouent ensemble à Kentucky, et ça non plus c'est pas négligeable pour deux joueurs aussi jeunes. Après, non, c'est sûr que l'idée était intéressante. Moi aussi, j'aurais préféré Nerlens Noël. Mais avant la draft, on avait parlé éventuellement que les médecins des Suns auraient pu mettre un red flag au niveau du genou de Noël. C'est-à-dire que voilà, sa blessure finalement était trop importante pour prendre le risque de le prendre. Et je pense que ça a joué aussi dans leur décision. Et c'est peut-être pour ça que Noël est tombé en dehors du top 5 aussi. Il y a peut-être un lien. Apparemment, ça serait même la raison pour laquelle il serait tombé aussi bas. Ça on verra dans les prochaines années si c'est plutôt du Greg Oden ou du je sais pas ou Brandon Roy. Non, Brandon Roy ça marche pas non plus. Non, parce que ça, Brandon Roy, quand il s'est fait au moment où il se faisait tester pour la draft,
Il y avait des inquiétudes sur ses blessures au genou, tout ça, et puis il s'est fait drafter, et puis pendant 5-6 ans, aucun problème, le joueur superbe, All-Star, tout ça. Et ouais, bah à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Bon après, moi je les prends, hein, les 5-6 ans de Brandon Roy à son niveau, je les prends quand ils veulent. Hein. Autre information qu'on a pu peut-être voir dans cette draft, Memphis avec le 41e choix chope Jamal Franklin, donc l'arrière de San Diego State. Moi je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je trouve que c'est quand même un signe que Memphis ne va pas prolonger à tout prix Tony Allen qui va sans doute demander beaucoup d'argent, et qu'avec Jamal Franklin il y a quand même le backup parfait dans la lignée de Tony Allen. Bah, peut-être l'idée c'est de mettre la pression à Tony Allen pour qu'il demande pas trop d'argent en fait. Parce qu'effectivement Jamal Franklin est réputé pour être un gros défenseur, notamment grâce à ses qualités athlétiques. Lui aussi plutôt difficilement utilisable en attaque. Mais bon, c'est vraiment pour ses qualités athlétiques défensives. Bon, on demande à voir, hein, je sais pas trop si ça va. Si, il est quand même un peu meilleur que Tony Allen en. Ouais, moi je trouve même que Jamal Franklin c'est plutôt un bon scoreur justement qui pourrait être utile en sortie de banc dans le même registre qu'un Jerry Bayless quoi. Et ce qui avait manqué à Memphis lors de ses playoffs, c'était voilà d'avoir des joueurs qui pouvaient scorer en sortie de banc de façon régulière, des joueurs capables de prendre feu, etc. qu'ils ont perdu depuis le départ de Wayne Ellington. Je pense que dans cette perspective, drafter Jamal Franklin c'est plutôt intelligent. Et une autre franchise qui était bien placée à l'ouest, qui a bien drafté aussi, je trouve que c'est les Clippers, avec Reggie Bullock en 25e choix, qui a une très bonne pioche à ce niveau-là de la draft. Ouais, un très bon role player qui pourra apporter défense et tir à 3 points. Et un mec qui jouait déjà dans ce registre finalement à North Carolina, et qui aura pas à s'adapter comme beaucoup ont depuis la NCAA jusqu'à la NBA, entre genre je suis le franchise player en NCAA jusqu'à finalement je vais juste être un role player en NBA. Ouais, et comme on l'avait dit jeudi dernier, c'est pas forcément une draft qui pouvait permettre aux équipes faibles de trouver leurs joueurs d'avenir. Par contre, c'est une draft qui était très intéressante pour les bonnes équipes. Ouais. Parce que ça leur permettait de trouver des role players pour venir compléter leur effectif. Donc, c'était vraiment une draft pour les grosses équipes, et en général, les grosses équipes ont très très bien drafté cette année. Ouais, bah là, les Clippers, ils ont peut-être trouvé leur Danny Green ou un truc comme ça. Ce qui est toujours très intéressant, surtout avec un meneur comme Chris Paul et des scoreurs autour, quoi. Donc ça effectivement c'est plutôt un bon choix. Éventuellement un petit mot sur une équipe dont on n'a pas parlé, c'est Bobcats qui ont drafté Cody Zeller avec le 4e choix. Oui, en effet. Ouais, bah apparemment personne n'est content de ce choix sauf Charlotte. Alors c'est les dirigeants, parce que les gens à Charlotte n'étaient pas contents de ce choix. Non, bah personne. Enfin j'ai vu, tout le monde a trouvé ça un peu étonnant. C'est vrai que Cody Zeller était attendu un peu plus bas, sauf les derniers jours parce qu'il y avait des rumeurs qui commençaient un petit peu à venir. Disons que c'est risqué, pas plus risqué qu'Anthony Bennett en premier, hein, vous allez me dire. Il est taquin, Nico. Ouais, ça c'est parce que je m'en suis pas remis moi. Et parce que alors disons que Cody Zeller, c'est vrai qu'il y a une inquiétude sur sa capacité à être aussi bon NCAA qu'il était en NBA, notamment à cause de son jeu qui est un peu calibré pour marquer face à des joueurs un peu plus petits que lui, ce qui ne sera pas le cas en NBA. Alors peut-être qu'il va pouvoir s'adapter, c'est un joueur intelligent, qui a de très bonnes mains, qui est plutôt technique, donc il pourra peut-être s'adapter, mais c'est pas dit. Par contre, l'élément peut-être qui a convaincu Charlotte de le prendre, c'est que il aurait, enfin il y a des gens qui ont dit qu'il aurait vu shooter avec un gros pourcentage lors des workouts, chose qu'on n'a jamais vu en NCAA parce que le garçon était jamais utilisé en tant que shooter. Et si Cody Zeller a un gros shoot, ça change complètement son jeu, et on pourra plus le rapprocher d'un LaMarcus Aldridge ou d'un Chris Bosh que d'un pivot technique, mais dont on ne sait pas s'il pourra faire la même chose en NBA. S'il est ce joueur-là, ce que je trouve, il y a une idée reçue qui circule un peu, c'est que Cody Zeller finalement c'est un blanc pas athlétique, alors que c'est tout le contraire. C'était un des joueurs. Non. Alors, joli. Non, c'était vraiment un des joueurs les plus athlétiques qu'on a vu au combine. Alors bien sûr, il manque un peu de force pour le niveau NBA, mais il est vraiment très athlétique. Et moi, ce qui me plaît dans ce choix, c'est que Charlotte avait dû partir au début de la draft sur l'idée on va mettre un ailier fort scoreur à côté de Bismack Biyombo. Finalement, Donny Bennett est parti, et ben on prend Cody Zeller. Moi, j'aime bien. Oui, non, moi j'aime bien aussi, quoi. Surtout que Cody Zeller, là, c'est un joueur qui est appelé à devenir un des meilleurs joueurs de NBA sur pick and roll, parce qu'il a vraiment les qualités pour. Il est très mobile, il a une excellente détente, il a un très bon shoot pour un intérieur. Donc voilà, pour Charlotte, qui a pas forcément beaucoup de talent offensif dans son équipe, la base, ça va être de jouer sur du pick and roll, quoi. Et je trouve que Kemba Walker est très bon là-dedans.
Et Cody Zeller est vraiment appelé à être une terreur sur pick and roll, quoi. Donc, au final, ça donnerait un duo assez complémentaire pour une équipe qui manque vraiment de talent offensif. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne base de travail pour pouvoir se reconstruire ces prochaines années. Si dans 3 ans on se rend compte que Cody Zeller, bon ou pas bon, s'il n'est pas aussi bon que Ben McLemore par exemple, on se dira que encore une fois Charlotte a pas misé sur le bon cheval alors ils en auraient eu la possibilité. C'est plus là-dessus qu'on va juger Cody Zeller que sur son niveau de jeu réel, je pense. Mais est-ce qu'on leur en voudra d'avoir fait un mauvais choix dans cette draft où finalement on dit qu'il n'y a pas trop de talent? Le truc c'est quand même McLemore était attendu dans le premier et le deuxième choix, donc là, et à un moment donné, si effectivement il est aussi bon qu'attendu, on se dira que c'est Charlotte a juste pas ouvert les yeux, quoi. Ouais. Bon, on peut quand même, sans s'étendre dessus, on peut noter quand même la draft de Livio Jean-Charles à San Antonio qui devrait rester tout de même en France. Et la draft de Geoffrey Lauvergne à Denver, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Bon voilà, peut-être Toi, vraiment le mot de la fin. tu squeezes Rudy Gobert. Colton Iverson. Colton Iverson, je sais pas, c'est le mec qui va vendre le plus de maillots parce que Iverson à Boston, ça s'est jamais vu. Même dans NBA Live 2003, tu pouvais pas le faire. Ouais, même dans le jeu vidéo, ça c'était interdit, il y avait un blocage. Donc là, si vous voulez avoir des maillots qui pètent et absolument inédits, c'est le moment d'acheter les maillots de Colton Iverson. Faut juste se débrouiller pour qu'il ait le numéro 3, quoi. C'est tout. Mais ça vous lui envoyez du courrier, il en reçoit pas beaucoup, il sera content de... D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais à Philadelphie, Nerlens Noel a dit qu'il pensait prendre le numéro 3 l'an prochain. Ah bah, s'il veut déjà se faire fusiller d'entrée, lui, c'est réglé. mais Noël en plus il paraît qu'il tient sa coupe de cheveux parce qu'il était fan du Prince de Bel-Air avec Will Smith, lequel Will Smith tant dans la série qu'en vrai vient de Philadelphie, donc peut-être qu'il y a un début d'histoire, de belle histoire à raconter, je sais pas. Voilà, c'était l'anecdote culturelle de Nico pour conclure cette émission. Messieurs, merci. Bah merci à toi. Ben oui, merci à moi aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de NBA. Toujours, il y aura la Free Agency qui aura commencé, donc on vous donne évidemment rendez-vous et on vous dit à plus. Ciao.